Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrices, auteurs, scénaristes, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier car je reçois Jupiter Phaeton, une autrice hors norme qui a réussi à se constituer un lectorat fidèle via l'auto-édition en partant de zéro. Alors quand je dis hors norme, il faut bien comprendre l'ampleur du phénomène. En 3 ans, Jupi, comme elle s'appelle, a écrit 40 romans, majoritairement dans la catégorie young adulte, dans des genres très variés, fantasy, urban fantasy, science-fiction. Son univers est parfois déjanté, son style direct et plein d'humour, et ça marche parce que elle place régulièrement ses romans dans le top de leur catégorie et a vendu plus de 250 000 exemplaires. Alors vous comprenez pourquoi j'étais curieux et impatient de parler avec elle, pour comprendre son succès tout simplement. Bonjour Jupi, bienvenue. Bonjour Mickaël, merci de me recevoir. Merci, alors j'étais impatient de parler avec toi car ton succès d'autrice est impressionnant et ce qui m'a impressionné, parce que moi je suis aussi chef d'entreprise, c'est que tu le partages de manière ouverte, tu partages les hauts, tu partages les bas dans ton podcast et ce qui me frappe c'est que comme tu es auto-édité, tu es une indépendante et que tu as par nécessité cette vision d'entrepreneuse en fait. Donc je trouve que c'est assez original en France d'admettre que pour vivre de l'écriture, il faut quand même connaître les bases de l'entreprise aussi. Souvent on associe l'écriture au côté un peu mystique de la muse qui descend du ciel et qui amène le succès. Donc toi, comment t'as réalisé un peu comme ça que c'était une entreprise aussi l'écriture ? Alors en fait, j'ai déjà ouvert une entreprise avant que j'ai vendu. Donc j'avais déjà l'esprit entrepreneur. J'ai ouvert ma première boîte, j'avais 22 ans. Donc je pense que j'avais déjà ça en moi et la conscience que quoi que tu fasses, il faut que ce soit rentable. Sinon, si tu ne peux pas en vivre, tu peux pas continuer d'écrire. Donc il y avait cette dualité en moi qui était que j'avais envie de vivre de ma plume. Mais je n'avais absolument pas prévu de gagner autant. Et à côté de ça, l'idée que si je ne pouvais pas en vivre, je ne pouvais pas écrire. Et donc, il fallait trouver le moyen d'en faire un business. Puisque malheureusement, on est dans une société capitaliste et il faut gagner de l'argent pour pouvoir continuer ses passions. D'accord. J'ai beaucoup apprécié ton podcast dans lequel que j'engage les auditeurs à écouter parce que tu parles très bien de ton parcours et tu retraces un peu tous les moments forts de ta carrière. Il y a un point qui m'a vraiment marqué quand tu parles de ta personnalité, c'est que tu montres à quel point tu t'engages, notamment au travers du sport. Et donc tu expliques que tu t'es lancé dans un défi de burpees et que tu as atteint des nombres impressionnants de cet exercice-là. Oui, j'ai eu des petits problèmes psychologiques. Je suis quelqu'un de très déterminé et en fait, quand j'ai un objectif en tête, je ne vais pas le lâcher tant qu'on m'aura pas prouvé qu'il n'est pas atteignable. Donc dans le sport, il existe des choses inatteignables, mais en fait, on peut toujours s'entraîner, progresser et tendre vers son objectif. Et donc quand j'étais à fond dans ma période sport, je me suis mise à faire des burpees. Les burpees, c'est une sorte de pompe sautée, de pompe cardio, on va dire. Donc on commence par descendre en pompe, mais très rapidement, en mode cardio, on fait une pompe et on remonte et on saute. Donc c'est vraiment la pompe cardio, c'est un exercice horrible pour les gens qui en ont jamais fait, et moi j'en avais jamais fait. Donc faut que tu imagines que la première fois que j'en ai fait 10 d'affilée, j'ai cru que j'allais m'écrouler, et c'était mon exercice que je détestais le plus dans le sport. J'en ai mangé, je crois, 300 la première semaine où je me suis mise à une application de sport qui recommandait de faire des burpees. Et à force d'en faire, j'ai fini par aimer ça. Et je me suis lancé des challenges de plus en plus fous, un peu pour me dire j'ai vaincu les burpees. Donc d'abord, j'en ai fait 250 d'affilée, puis 500, puis 1000, jusqu'au fameux jour où j'en ai fait 2000 en un petit peu plus de 3 heures. Ouais, c'est impressionnant parce que il y a des épreuves sportives. Alors je crois que c'est les mud days, etc. Quand on veut passer les épreuves, on doit faire une dizaine de burpees, peut-être parfois 30, mais déjà 30, c'est déjà, quand on n'a pas l'habitude, c'est déjà beaucoup, donc 2000, c'est complètement fou. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que tu as cette attitude un peu dans tous les aspects de ta carrière, et quand tu te lances tu as ce même raisonnement et tu aimes te lancer des défis, quoi. C'est ça, je pense que j'ai pas peur d'essayer. Et j'ai pas peur de me vautrer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui serait arrivé au pire ? J'aurais pas réussi à les faire, mes 2000 burpees ? J'aurais recommencé la fois suivante en changeant un paramètre,
en apprenant de mon échec et en me disant ok, la dernière fois c'est ça qui a pêché, et ben cette fois quand je vais recommencer, j'aurai changé ce paramètre et c'est pas ça qui fera que j'échouerai. Ce sera peut-être autre chose, auquel cas je recommencerai la fois suivante et je changerai encore un paramètre. Mais j'admets pas que l'échec soit un stop en fait. Pour moi l'échec c'est juste une étape vers la réussite. Ok, bah c'est très intéressant parce que tu as appliqué à l'écriture en fait ce principe radical. Donc tu as essayé, tu as fait varier des paramètres pour atteindre ton objectif qui était dès l'origine, je crois, de vivre de l'écriture. En fait, tu voulais parvenir à avoir une carrière d'autrice en fait. Dès le premier jour, oui, ce que je voulais c'était gagner 1 500 € par mois. Ça me permettait de vivre de ma plume et de payer mes charges. Et j'avais compris que je serais heureuse en gagnant ce montant-là, même si je gagnais plus dans mon job avant. Parce que ça me permettrait d'écrire, d'être libre de mon temps, de faire du sport, de m'occuper de mes chiens et d'aider les autres. Et c'était vraiment mes objectifs. Et bien sûr, j'ai dépassé mes objectifs au-delà de mes espérances. J'ai les chiffres à jour cet après-midi, si tu veux. Ok, bah tu m'en parleras à la fin quand même, comme ménager le suspense. Oui, bah je te les donne à la fin, il n'y a pas de problème. Tu as choisi l'écriture parce que quand même c'était une passion en fait, c'était ça que tu voulais faire. C'était pas seulement dire je vais atteindre un objectif financier, je vais atteindre cet objectif de 1 500 € par mois et puis me dégager de l'entreprise dont tu parlais que tu avais. Tu voulais écrire en fait, c'était ça quand même ton objectif à la base. Oui, j'écris depuis que j'ai 11 ans et c'était vraiment une passion et on m'a toujours répété qu'écrivain n'était pas un métier, ce qui fait que j'ai pas poursuivi de manière professionnelle dans cette voie. Et quand j'avais mon ancienne boîte dont j'étais gérante, est arrivé à un stade où j'ai réalisé que ça me rendait pas heureuse. J'adorais l'aspect entrepreneurial, mais ce que je faisais, le domaine dans lequel j'étais ne me rendait pas heureuse. C'est pour ça que j'ai pris la décision ce jour-là de poursuivre mon rêve d'enfant qui était de devenir écrivain. Donc j'ai vendu mes parts à mon associé de l'époque et j'ai repris un job alimentaire, mais c'était une super boîte, j'étais bien payée. Tout le monde aurait aimé avoir ce job honnêtement, donc je ne fais pas du tout mon ingrate, ce job était super, mais c'était pas celui qui moi me convenait. Je l'ai pris pour faire tampon entre le moment où j'ai vendu ma boîte et celui où je voulais me lancer à temps plein pour devenir écrivain. Tu disais, souvent on dit écrivain c'est pas un métier, écrire on n'en vit pas. C'est même assez couramment admis en France que hormis quelques auteurs exceptionnels qui vont être dans le top des ventes des auteurs édités, il y a très peu qui arrivent à en vivre. Donc toi, tu t'es dit, il y a sûrement un moyen de réussir. En fait, c'est ça que t'as cherché le moyen pour rendre ça possible. C'est ça. Surtout que la rumeur selon laquelle les auteurs ne vivent pas de leurs revenus en France, et c'est vrai, il y en a plein il y a des milliers d'auteurs en France qui ne gagnent pas assez pour qu'on puisse dire qu'ils dégagent un revenu de leur roman. Mais une de ces raisons, c'est le système aujourd'hui sur lequel fonctionne la vente d'un livre en France, le système traditionnel, donc se faire publier en maison d'édition. Et c'est super, il y a plein de gens pour qui c'est génial d'être publié en maison d'édition, mais c'est un système dans lequel il y a énormément d'intermédiaires. Et du coup, gagner sa vie dans l'auto-édition, ça nécessite de vendre en moyenne 4 fois mieux que dans l'auto-édition. Donc si on est dans un circuit traditionnel, il faut vendre 4 fois plus que si on est dans l'auto-édition, en tout cas en fonction du prix auquel on vend, pour gagner le même montant. Donc forcément, mes pas m'ont orienté vers l'auto-édition, où je me suis dit, d'un seul coup, le nombre de livres que je dois vendre pour vivre de ma plume est devenu 4 fois moins élevé. Et là, la réaction, elle est typiquement la réaction d'un entrepreneur. C'est, qu'est-ce que je fais ? J'ai réfléchi à combien je voulais gagner, d'où ces 1 500 €. J'ai réfléchi à quel prix j'allais vendre mon livre pour savoir combien d'exemplaires j'allais devoir vendre pour vivre de ma plume. Tout bête. Donc un simple calcul. Du coup, tu es dans ce parcours, tu es devenu un des symboles, il y en a d'autres, mais un des symboles de l'auto-édition en France, puisque tu es un peu une success story dans ton domaine. D'ailleurs, tu partages cette aventure. Est-ce que quand même tu vois des défauts dans l'auto-édition ? Je sais par exemple, je sais pas si c'est possible. J'étais à un salon littéraire il y a quelques jours. Je crois que les auteurs auto-édités ne sont pas invités dans ce genre de salon. Comment est-ce qu'il y a des défauts en fait à l'auto-édition ? Je pense que c'est comme partout, il y a des avantages et des inconvénients. L'auto-édition est encore pas très bien vue en France parce que c'est un milieu qui était très amateur il n'y a pas si longtemps que ça, qui est en train de se professionnaliser et forcément il souffre de l'image
qu'on aurait de tout métier amateur. Donc l'idée, c'est de se professionnaliser petit à petit pour qu'on nous confonde finalement avec du travail professionnel de maison d'édition. Et à ce jour, l'image et la réputation de l'auto-édition font qu'on n'en est pas à ce stade et qu'effectivement, il y a des événements auxquels on n'est pas convié, on n'a pas le droit de s'inscrire. Alors pour moi, c'est un petit peu différent parce que j'ai créé ma maison d'édition. Donc techniquement, fiscalement, juridiquement, je peux aller à ces événements en tant que maison d'édition. Mais au final, mon système est celui d'une auto-édité. C'est juste un pansement fiscal ou juridique qui fait qu'on peut croire que je ne suis pas auto-éditée, mais j'auto-approuve mes romans, je m'auto-publie, tout dans mon fonctionnement est celui d'un auto-édité. D'accord. Est-ce que, oui, tu parlais de l'image de l'auto-édition, comment ça se passe quand tu croises d'autres auteurs qui sont édités? Est-ce qu'ils sont plutôt envieux justement, ou est-ce que de la liberté que tu peux t'offrir avec l'auto-édition, ou est-ce qu'il y a encore une réticence sur ce sujet? Alors, j'en ai pas croisé énormément dans la vraie vie, du fait que nous avons traversé une période d'enfermement assez importante. Oui. Et que finalement, ça fait bientôt 4 ans que je suis écrivain à temps plein, mais sur ces 4 années, on n'a pas été dehors aussi souvent qu'on le voudrait. En revanche, j'en connais pas mal de manière virtuelle. Il y en a pas qui Alors, il y en a qui se montrent envieux, mais j'avoue que c'est souvent des haters et que je m'intéresse pas trop. Je prends pas le temps de répondre aux haters. Ça sert à rien de mettre son énergie là-dedans. Ils auront toujours raison. Et pour les autres, ils se montrent curieux. Il y en a beaucoup qui sont frustrés de leurs revenus en maison d'édition ou de la manière dont la maison d'édition organise son marketing autour de leurs ouvrages. Moi, je pense que les maisons d'édition font toujours un travail formidable, qu'elles conviennent toujours aux auteurs qui ne veulent pas se vendre ou qui ne veulent pas apprendre à se vendre, parce que c'est vraiment un métier. On ne peut pas s'improviser, auto-éditer du jour au lendemain sans se former et sans prendre plusieurs casquettes. Donc, j'en ai pas trouvé beaucoup qui étaient envieux ou qui voulaient absolument ma place, parce que je pense qu'ils réalisent le travail qu'il faut investir derrière. Oui, tu en parles un petit peu, mais c'est vrai que quand on est auto-édité, on doit prendre en main en fait toute la chaîne du livre. Tu disais que la chaîne du livre était, c'est ce qui rendait difficile le fait de pouvoir vivre de l'écriture. Là, en fait, tu as intégré toi-même toute la chaîne du livre, et donc tu récupères des revenus d'une partie de l'essentiel de la chaîne, en fait. En fait, j'ai moins d'intermédiaires et je vends principalement en numérique. Donc déjà, en numérique, la chaîne est beaucoup plus directe. Et dans l'auto-édition, on n'a pas tous ces intermédiaires. Dans le circuit traditionnel du livre, on a énormément d'intermédiaires. On a la maison d'édition, on a un imprimeur, un distributeur, un diffuseur, un libraire. Et ensuite, ça arrive dans les mains du client. Et ça, c'est le circuit d'édition traditionnel du papier, qui est le format le plus vendu dans le circuit traditionnel. Dans l'auto-édition, on vend beaucoup plus en numérique. Et en numérique, le schéma est le suivant. Il y a l'auteur. Il y a le distributeur, le plus souvent KDP et Amazon, et il y a le client. Le nombre d'intermédiaires est réduit, donc forcément, même si on prenait exactement la même part, le même prix, on en aurait beaucoup plus. Donc c'est évidemment un meilleur moyen de rémunération sur ce sujet. Et ça veut aussi dire que pour se professionnaliser, on doit quand même assumer toutes les casquettes qu'une maison d'édition aurait assumé. Donc ça veut aussi dire dépenser de l'argent vers des freelances, parce qu'on ne peut pas être expert de tous les domaines. J'ai plein de casquettes sur ma tête, mais je ne me considère pas comme experte du maquettage, par exemple, ou experte en grammaire et en conjugaison. Donc pour que le travail soit professionnel, ça ne veut pas dire qu'il faut retirer les acteurs de la chaîne qu'il y a dans une maison d'édition. Ça veut dire qu'il faut soi-même les gérer, déléguer et voir qu'est-ce qu'on peut assumer comme charge financière en se tournant vers ses partenaires. Oui, c'est ça. C'est important de voir aussi pour comprendre l'image, que toi, en tant qu'auto-édité, tu ne ranges pas sur la qualité, c'est-à-dire que tu vas avoir des correcteurs qui vont travailler sur ton roman et qui vont faire le travail qui aurait été fait par les correcteurs de la maison d'édition. Oui, et puis il n'y a pas que le métier de correcteur. Finalement, une maison d'édition, c'est vraiment pas juste des correcteurs. Je crois que le métier central de la maison d'édition, c'est bien sûr de vendre l'ouvrage, mais avant ça, c'est de s'assurer que l'ouvrage est de qualité, et ça passe avant tout par un édito. Donc c'est peut-être le métier le moins représenté chez les freelances aujourd'hui dans le monde du livre, mais c'est un des plus importants
pour s'assurer de la qualité du manuscrit. Et si on n'en trouve pas d'éditeurs freelance, on peut toujours faire appel à des bêta-lecteurs bénévoles, même si c'est pas la même chose, et effectivement à des correcteurs peut-être un peu plus zélés que d'habitude, qui prendront le temps d'aller vérifier des petites choses qu'un éditeur aurait vérifiées. Mais pour tous les auto-édités qui se lancent pour la première fois, je crois que faire appel à un éditeur freelance, même si c'est un budget, c'est le meilleur moyen de s'assurer de la qualité de son manuscrit et de se montrer professionnel. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as abordé l'auto-édition en partant de zéro, en fait. Donc, tu étais autrice, tu écrivais depuis longtemps, et puis tu as voulu en vivre. Et donc, tu es parti en te lançant directement dans l'auto-édition. Ce qu'on voit, on voit une tendance aujourd'hui dans les gros auteurs. Donc, je pensais notamment à Joël Dicker, de créer leur propre maison d'édition, reprendre leurs droits, et puis éditer eux-mêmes. Donc, en fait, faire un peu ce que tu as fait toi, c'est-à-dire le chemin de l'auto-édition, en fait, éditer leurs propres ouvrages et se diffuser eux-mêmes, en fait. Je pense qu'il y a deux points importants qui entraînent cette situation, qu'on voit de plus en plus aux États-Unis notamment, parce que la France n'est pas aussi contemporaine, même si effectivement il y a cet exemple de Joël Dicker. Le premier, c'est la rémunération. Comme j'ai dit, en auto-édition, on vend 4 fois moins et on gagne autant qu'un auteur qui a vendu 4 fois plus que nous dans une maison d'édition, du fait du nombre d'acteurs et de la répartition des revenus sur le prix de vente d'un livre. Et le deuxième point, c'est que quand on devient un auteur qui a créé sa communauté, les fans, ils s'en fichent que le livre il soit publié dans telle maison d'édition ou telle maison d'édition ou que l'auteur soit à son compte. Ils achètent parce que c'est l'auteur. Donc finalement, la force de vente n'est plus liée aux stratégies marketing mises en place, elle est liée à la communauté de l'auteur. Typiquement, Joël Dicker, son nom fait vendre quoi qu'il arrive, peu importe chez qui il est publié, et je pense que il a sûrement d'autres raisons, peut-être, qu'il y avait des divergences avec son éditeur ou je ne sais quoi, je n'en ai aucune idée, je ne fais que spéculer. Mais en tout cas, ces 2 points sont déjà une excellente raison de passer en auto-édition. Il y a aussi, aux États-Unis, tu parlais des États-Unis, mais il y a eu l'exemple récemment de Brandon Sanderson qui a distribué ses 4 ou 5 prochains romans sous forme d'un crowdfunding. Et il a battu les records de la plateforme Kickstarter avec des près de 30 millions d'euros environ de levée. Donc en tout cas, les gros auteurs ont compris que c'était un gros levier financier aussi dans la négociation vis-à-vis des éditeurs, j'imagine, et puis pour effectivement gagner plus, quoi, asseoir leur carrière. Oui, et puis c'est pas toujours dans l'idée de juste faire des sous, c'est-à-dire que quand les sous rentrent dans notre poche, on est libre ensuite de les redistribuer comme bon nous semble. Et ça, pour plein d'auteurs, c'est important, ne serait-ce que pour aider d'autres auteurs ou pour récompenser les fans d'une autre manière, des choses sur lesquelles on n'a pas forcément la main en maison d'édition. J'ai eu la chance de pouvoir offrir des figurines pop à l'effigie d'une de mes héroïnes. Jamais en maison d'édition, ils auraient investi le budget pour aller faire une pop sur mesure qui coûte très cher et les distribuer gratuitement ensuite. C'est pas envisageable. Ça, c'est des choses que maintenant les auto-édités peuvent se permettre. C'est important que tu soulignes aussi cette démarche qui est financière, dans le sens pas pour gagner plus, mais pour avoir le contrôle de ce que tu veux faire, ce que tu veux. Et c'est ce qui m'a frappé, c'est la manière dont tu as géré ton équipe. Tu travailles avec des indépendants, mais que tu considères comme faisant partie de ton entreprise. Et donc, tu en prends soin, en fait. Donc, c'est aussi un élément qui est hyper important, en fait. Oui, ils sont pas salariés, d'abord parce qu'il faudrait que je prenne le temps de m'intéresser au principe du salarié à distance et les règles qui l'encadrent. Et ensuite, parce qu'ils ont d'autres clients et qui préfèrent cette liberté. Donc, ils sont pas salariés, mais je les considère comme tels, dans le sens où on est une équipe et on prend les décisions en équipe. Et j'essaye de prendre soin d'eux pour qu'ils restent, parce que le turnover, on sait que c'est un point très complexe en entreprise. Le recrutement, c'est super compliqué. Quand tes employés partent, ensuite, tu te retrouves à devoir former quelqu'un d'autre, tu perds beaucoup de temps. Et finalement, la stabilité d'une entreprise dépend de la stabilité de ses employés aussi. Donc, j'en prends soin pour qu'ils restent. Et surtout qu'on soit performant et qu'on avance ensemble, parce que tout ça n'est pas possible si j'ai pas l'appui des freelances autour de moi. Je pourrais pas gérer toutes les étapes de publication d'un livre toute seule, et encore moins toutes les activités qui tournent autour de l'écriture que j'ai à côté. Ce qui est important aussi, c'est que tu en parles dans ton podcast, c'est que aussi les revenus que tu génères, ça doit
en tant qu'indépendant, te permettent de couvrir des mois, voire dans l'idéal moins un an pour faire face aux coups durs en fait. Parce que ce qu'on voit pas, c'est que quand tu produis, quand tu sors des livres, tu sais pas si tu seras en mesure de sortir dans les 2 ou 3 mois qui viennent un nouvel ouvrage. Donc il y a cette idée aussi d'assurer l'avenir en tant qu'indépendant. D'assurer surtout l'avenir des gens qui bossent avec moi. J'ai pris une sorte de forme. C'est comme un contrat d'engagement à mes yeux. À partir du moment où je les ai recrutés, j'ai envie de leur fournir du travail de manière régulière et d'assurer leurs revenus parce que eux aussi derrière ils ont un foyer, ils ont peut-être un crédit, un loyer, des charges et ils comptent sur cet argent pour payer toutes ces charges. Moi de mon côté j'ai mes propres charges à payer donc comme tout le monde j'ai besoin d'avoir de la visibilité sur la trésorerie pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir. Et aujourd'hui la difficulté de mon entreprise c'est que 100% des revenus sont des choses que je produis. Donc j'ai pas encore délégué correctement cette partie. Je ne sais pas si je pourrais un jour parce que mon marketing est quasiment basé uniquement sur moi, ma personnalité, mes écrits, mes formations. Donc il existe des moyens de sortir de ça pour aller pérenniser l'entreprise. C'est-à-dire que si demain je me fais opérer comme je l'ai été l'année dernière, que je puisse prendre 3 mois pour m'en remettre et que ce soit pas grave vis-à-vis des revenus de l'entreprise. Donc l'année dernière j'ai été opérée et je n'étais pas dans une situation où je pouvais m'arrêter. Parce que si je m'arrêtais, les revenus décroissaient et qu'on n'avait pas assez d'avance de trésorerie pour couvrir nos charges dans les mois à venir. Donc le lendemain de mon opération, j'écrivais. Je déconseille à tout le monde de faire ça. Mais voilà, on est entrepreneur, donc on sait que parfois on sera dans des situations un petit peu de dos au mur et que c'est notre capacité à faire face à ces obstacles qui pérennisent l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que tu expliques, tu as commencé avec, alors tu as sorti un premier ouvrage que je crois qui était dans la série Riven, et après tu expliques que tu t'es lancé un défi d'écrire un roman par mois pendant 12 mois. Donc comment t'es venue cette idée-là ? Est-ce que ça faisait partie de ton calcul financier pour être capable de vivre de l'écriture ? Non, du coup, on ne voit pas, mais j'ai fait non à la caméra. Non, c'était pas du tout un calcul, ça fait partie de ces choses stupides que je me lance dans la vie comme défi, comme de faire 2000 burpees. C'était de me dire, ok, j'ai déjà une bonne cadence d'écriture, j'écrivais à peu près un livre tous les 2 mois, ou peut-être même toutes les 6 semaines au début. Est-ce que je peux faire mieux ? Est-ce que je suis capable d'écrire un livre tous les mois ? Et c'est juste cet aspect de challenge. J'ai besoin de challenge dans la vie pour être excitée finalement et être super contente de me lever le matin. Donc c'était un nouveau challenge pour moi parce que sinon je tombe dans une zone de confort et contrairement à beaucoup de personnes, la zone de confort c'est pas un lieu où je me plais. La zone de confort c'est un lieu où je m'ennuie et si je m'ennuie, je deviens dépressive. C'est presque automatique. Donc je n'aime pas la dépression. Donc je me lance régulièrement des challenges et je sors souvent de ma zone de confort. Ça paraît écrire un livre par mois, ça paraît fou. Qu'est-ce qui fait la différence ? Comment t'arrives à être aussi productive en fait ? Quel est le secret ? Je sais pas s'il y a un vrai secret. Je crois que je me mets devant ma feuille et j'écris. Si j'ai fait une formation de dactylographie quand j'avais 14 ans. Pour laquelle mon frère me réclame toujours des royalties parce que je lui ai piqué sa propre formation. Donc déjà ça fait que en vitesse de pointe, je peux écrire 140, 150 mots à la minute. Forcément, ça va très vite, mais sinon, en vitesse de croisière, je suis quelque part entre 110 et 120 mots à la minute. Donc j'écris très vite sur un clavier, ce qui fait que c'est pas un obstacle pour moi. Reste ensuite qu'à s'entraîner, à bien se préparer pour ces séances d'écriture, donc je n'arrive pas devant mon clavier sans savoir sur quoi je vais écrire aujourd'hui. Et ça, déjà, ça change tout. Ça me permet d'écrire à peu près 5000 mots à l'heure. Oui, ce qui est énorme. Voilà, sachant que mes livres font entre 90 000 et 100 000 mots. 1 heure d'écriture par jour, ça fait qu'en 20 jours, mon livre est écrit. Et si j'écris 2 heures par jour, en 10 jours, mon livre est écrit. Donc, ce qui laisse le temps pour travailler la construction, voilà, c'est ça. Ok. Donc oui, mathématiquement, ça paraît simple comme ça. Oui, c'est ça. Mais après, c'est toujours une question de... Alors, c'est parce que j'ai l'œil très entrepreneur, mais si tu ramènes ça à des chiffres, c'est jamais que ça un roman, c'est un nombre de mots, c'est un nombre de jours où il faut écrire, et ça dépend de ta vitesse d'écriture. Ce qui me frappe, je lisais hier soir un livre de Franck Tillier qui vient de sortir sur l'écriture, où il expliquait qu'effectivement...
on lui disait qu'un livre par an, c'était peut-être trop, mais qu'en fait, ça dépendait pas du temps passé, la qualité dépendait pas du temps passé. Et donc, voilà, ça m'a fait sourire parce que je savais que tu avais poussé encore cette métrique encore plus à l'extrême. Oui, c'est un reproche qu'on me fait souvent quand on apprend ma vitesse d'écriture ou quand on voit le nombre de livres que j'ai publiés par an. C'est tout de suite de dire « Ah, mais ça peut pas être qualitatif ». Et j'ai même des auteurs qui viennent me voir et qui m'accusent de mentir parce que eux considèrent qu'ils écrivent déjà vite et qu'ils sortent un livre tous les 3 mois et ils sont dans leur propre croyance limitante qui est qu'ils sont déjà au maximum de ce qu'ils peuvent faire et que c'est pas possible de faire plus. Mais honnêtement, c'est toujours possible et il y a des auteurs américains qui écrivent plus vite que moi. Je ne suis pas celle qui écrit le plus vite au monde. Donc il ne faut pas se laisser limiter par ses propres croyances. Mais d'ailleurs, oui, on voit que quand Brandon Sanderson a sorti ces 5 livres d'un coup qu'il avait écrits dans l'année, donc c'est pas un livre par mois, mais c'est quand même, je crois que c'est quand même des pavés, voilà, il a écrit très très vite également, quoi. Tu parlais de l'auto-édition et de la force de la communauté. Comment toi tu as construit cette communauté autour de tes livres? Est-ce que Amazon c'est le cœur de ta communauté avec les commentaires, les critiques, ou est-ce qu'il y a d'autres choses autour qui te relient à tes lecteurs en fait? Alors Amazon, il ne faut pas que ce soit le cœur de la communauté d'un auteur auto-édité puisqu'on n'a pas la main sur Amazon. C'est une plateforme tierce, on n'a pas accès aux emails des gens qui nous achètent, ils peuvent nous suivre mais on ne peut pas leur lancer des actualités à travers ce lien de suivi qu'ils ont des auteurs sur Amazon. Donc je me suis tournée vers les réseaux sociaux. Il faut savoir que je n'utilisais pas les réseaux sociaux quand je suis devenue autrice. Donc je ne savais pas comment fonctionnait Instagram, j'avais jamais téléchargé l'application de ma vie. J'ignorais un petit peu ce monde. Et je me suis lancée dedans. Et également, j'ai créé ma newsletter. Donc les réseaux sociaux, c'est super parce qu'on apparaît dans le fil d'actualité des gens, mais on dépend toujours d'un tiers, d'un algorithme, d'un GAFA, etc. Tandis que la newsletter, on a l'email directement des gens et on peut leur communiquer ce que bon nous semble quand on veut et déclencher finalement des ventes à l'instant qu'on veut. La vraie différence entre les deux, c'est que ta cible ultra, c'est-à-dire tes ultra fans, ceux qui t'adorent plus que tout, qui viendront à tes séances de dédicaces, qui veulent te rencontrer et qui réagissent à peu près à tous tes posts, ils vont faire l'effort de donner leur email. Ils vont être dans ta newsletter. Donc c'est encore plus important puisque tes fans les plus importants sont dans ta newsletter. Tandis que les autres sur les réseaux sociaux, c'est un partage entre la base des gens qui te suivent mais qui peut-être n'ont jamais acheté tes livres, ce qu'on appelle le ventre mou, c'est-à-dire les 60% de gens qui sont intéressés par tes livres, qui en ont peut-être lu un mais qui connaissent pas tout, et bien sûr tes ultras qui iront réagir à tous tes posts. Donc la combinaison des deux, c'est ma communauté. Tu parlais des dédicaces, donc tu as aussi des moments de rencontre avec ton lectorat que tu organises, c'est ça? Comment? Oui, j'essaye de les rencontrer, donc à nouveau un peu de manière aléatoire sur ces dernières années. Mais j'essaye de me déplacer environ une fois tous les 2 mois pour aller organiser, pas vraiment des séances de dédicaces parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à trouver une librairie qui voudra bien commander mes livres et à acheminer des livres alors que maintenant j'en suis à presque 60 livres vendus, 60 livres publiés, pardon. 60 livres vendus, je gagnerais pas très bien ma vie. Et niveau logistique, je peux pas m'occuper de ramener tous mes titres et de faire en sorte qu'ils soient tous là, ou alors il faudrait que je me concentre juste sur le dernier. Et l'aspect librairie, c'est aussi un aspect qui est pas très communautaire, c'est-à-dire qu'il y a une file d'attente, les gens défilent et tu peux pas vraiment discuter avec eux, c'est pas très ouvert. Donc ce que je fais, c'est que j'organise des dédicaces, plutôt des rencontres en fait, dans des cafés, et on s'assoit autour d'une table, et si les gens veulent une dédicace, je ramène un appareil photo instantané, on prend un selfie ensemble que je dédicace et ils repartent avec quelque chose. Bien sûr, je peux dédicacer les livres papier s'ils les amènent, et sinon c'est plus on discute et on apprend à se connaître. Ok. Et donc j'ai vu que... Alors le podcast sortira après donc cette séance-là, mais j'ai vu que tu annonçais que tu étais en juin à Paris, donc tu allais peut-être, tu cherchais un endroit, peut-être un café autour de la gare Saint-Lazare, donc ça fait partie de ce type d'événement, de rencontre. Ouais, okay. C'est ça. Bon, alors après à Paris, nous verrons ce que les futures manifestations gêneront ou non la séance. Je vais peut-être déplacer mon lieu pour éviter d'être bloqué dans une manifestation. Oui, j'imagine que quand tu écris, là tu parlais de la capacité à écrire un roman par mois. Alors peut-être que tu as changé de rythme
et que c'est un petit peu moins fréquent, mais tu as quand même un flux tendu de romans qui sort en permanence. Est-ce que ça met pas une pression énorme justement pour générer constamment des revenus? Est-ce que ton catalogue est capable de générer suffisamment de revenus pour te permettre de souffler, ou est-ce que tu as vraiment c'est vraiment très tiré par les nouveautés en fait, tes ventes? Comment ça se passe? Alors, je publie toujours un livre par mois et l'année prochaine, je vais passer, je pense, à un livre toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois pour progressivement aller peut-être vers un livre tous les 2 à 3 mois en fonction de justement si les revenus tiennent la route ou pas. Aujourd'hui, les nouveautés drivent toujours les ventes. C'est généralement par mois ce qui nous rapporte le plus, mais c'est normal, c'est nouveau. Mais le fond, bien sûr, la somme du fond est plus importante en termes de revenus que juste le titre de la nouveauté. Parce que le fond, maintenant, contient plus de 50 livres. Donc forcément, même si ça roule à pas grand-chose, imagine 500 € par mois par titre, ça grimpe très très vite. Donc c'est pas trop problématique à l'heure actuelle. Il y a eu des périodes où effectivement j'avais la pression, mais cette pression, elle n'est pas liée au fait que les revenus baissent, elle est liée au fait que je réinvestis tout ce qu'on gagne. Tous les bénéfices qu'on a sont réinvestis, soit vers des nouveaux freelances pour augmenter la qualité de notre travail, soit vers des nouveaux projets comme les traductions, l'essor international, l'audiobook ou encore d'autres choses qu'on fait autour du livre en vue de générer de la croissance dans les années à venir. Justement, sur la croissance, tu disais que tu dépendais... alors qu'il y avait une dépendance d'Amazon en termes de distribution. Je crois que tu as essayé de l'amoindrir avec des tentatives en passant par des distributeurs ou autres. Est-ce que au final, comment ça se passe? Ça fait réellement peur, ou est-ce que tu penses que finalement le marché de l'auto-édition, ça reste quand même Amazon qui est suffisamment dominant et ne présentant que peu de risques pour les auteurs, et que c'est gérable en fait? Alors c'est complètement gérable, Amazon ne va pas s'écrouler demain, et aujourd'hui, à moins que tu commettes une faute grave, ils n'ont pas de raison de couper ton compte. Parce qu'il faut rappeler que c'est une entreprise privée, que c'est un service qui nous rend de nous publier, qu'il y a un contrat qui nous lie, et que si on viole les conditions de ce contrat, ou que juste demain, pour une raison qui leur appartient, ils décident de bloquer notre compte, ils bloquent notre compte. Et du coup, ils bloquent toutes nos sources de revenus si on est dépendant d'eux. Donc c'était plutôt ça ma problématique, c'était de pérenniser l'entreprise par d'autres biais qu'Amazon. J'ai essayé la distribution avec Hachette Livre en direct. Ça n'a pas fonctionné. On va pas s'étaler sur pourquoi, j'en parle dans un épisode de podcast. Ensuite, j'ai essayé de vendre en direct via une boutique créée par moi-même. Ça s'est bien passé, mais c'était beaucoup de travail, de temps et d'énergie investis. Et du coup, la rentabilité, si on incluait mon temps, était pas du tout là. Mon temps coûte très cher puisque c'est mes romans qui rapportent de l'argent, donc le temps que je ne passe pas à écrire, finalement, c'est de la perte. Et après, je viens de m'installer dans le circuit de Bookelis, qui travaille aussi avec Hachette, mais du coup, je suis pas en direct avec Hachette, donc qui est distribué par Hachette, pour aller en librairie. Et cette fois, on change un paramètre. J'ai mis en place une équipe pour me diffuser, c'est-à-dire qu'on va appeler les librairies pour vendre nos ouvrages, ce qu'on n'avait pas fait précédemment. On avait pour projet de le faire, mais on n'a jamais pris le temps de le faire. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais pour pérenniser l'activité en dehors d'Amazon, j'ai ouvert des formations pour les auteurs qui me permettent de jouer déjà sur la trésorerie, puisqu'Amazon, si on produit un effort colossal aujourd'hui, on n'en touchera les fruits que dans 60 jours fin de mois, du fait qu'on récupère les sous qu'à 60 jours fin de mois de ce qu'on vend. Tandis que les formations et tout ce que je vends en direct, c'est du cash pour la boîte, puisque ça rentre directement dans les caisses. Donc déjà, j'ai pérennisé l'activité sur ce sujet, et puis sur ma cible, j'ai maintenant 2 cibles, j'ai une cible auteur et une cible lecteur. Ce qui est intéressant, là, tu parlais de la distribution, donc j'étais pas encore arrivé à ce stade-là de ta façon d'intégrer le réseau de distribution. J'en ai parlé avec un auteur dans le podcast qui est Guillaume Chamanadjian, et qui travaille chez un distributeur. Donc il explique bien le métier qui consiste à démarcher les libraires pour voir qui est le plus susceptible de vendre ton roman, en fait. Quel roman peut aller chez quel libraire. Donc c'est très intéressant que tu aies aussi intégré cette partie-là de la chaîne, en fait, directement.
Alors, il y a deux métiers différents, mais qu'on confond souvent, c'est distributeur et diffuseur. Le distributeur, c'est l'entreprise qui assure la logistique, qui achemine le livre jusqu'au libraire, qui a les emplacements de stock pour les grandes maisons d'édition. Tandis que le diffuseur, qui est le métier que tu décris, c'est celui qui va commercialiser l'ouvrage, c'est-à-dire qui va envoyer les équipes commerciales sur le terrain, aller démarcher les libraires et leur pitcher les livres. C'est un petit peu le téléphone arabe parce que c'est l'auteur qui a écrit le livre, mais c'est la maison d'édition qui ensuite pitch l'ouvrage au diffuseur, et encore il le pitch à un chef d'équipe régionale qui lui va repitcher l'ouvrage à ses équipes commerciales, qui va ensuite le pitcher au libraire, qui va le pitcher au client pour le vendre. Donc on est dans un système de téléphone arabe, mais qui fonctionne puisqu'il y a des livres sur les rayons et que les clients les achètent. Donc nous, notre but, c'est bien sûr de pitcher les ouvrages et de nous improviser nous-mêmes diffuseurs, donc d'appeler en direct les librairies pour leur dire, voilà, on a tel ouvrage, on pense qu'il est sympa pour telle cible, est-ce que ça vous tente de partir dans l'aventure avec nous? Ok, effectivement, merci d'avoir corrigé le terme. J'avais confondu les deux, donc... Mais il n'y a pas de problème, et les distributeurs sont souvent diffuseurs aussi maintenant. Donc. Ok, non, mais c'est très bien. Donc toi, tu as développer l'activité de formation. Alors, ce qui m'a surpris, en fait, donc tu es quand même avant tout une autrice. Et quand on va sur ton site, effectivement, la première chose qu'on voit, c'est des éléments, donc la formation, tout un tas des webinaires, etc., qui s'adressent à des auteurs. Donc, j'ai l'impression que ton site est plus un outil. Tu as segmenté, en fait, ton audience en deux parties. Ton audience d'auteurs qui veulent bénéficier de ton expérience d'auto-édité à succès, et tu as un endroit qui reprend ton catalogue, mais qui est finalement une petite partie de ton site. Oui, et qu'on a remis que très récemment parce que les lecteurs nous réclament souvent de savoir quand est-ce que tel titre va sortir, où est-ce qu'on peut trouver l'intégralité du catalogue, etc. Et honnêtement, c'est juste pour ça qu'on a mis la page. Elle n'y était pas il y a encore quelques semaines. Donc non, ce site est dédié aux auteurs, déjà parce que ma cible de lecteur n'a pas de raison d'aller sur un site. De ma part, aujourd'hui, le blog est en vogue pour tout ce qui va être informatif et notions qu'on apprend. Mais un vlog, parce que c'est ce que ce serait pour mes lecteurs, finalement c'est les réseaux sociaux. Donc j'ai pas d'intérêt à tenir du contenu pour mes lecteurs sur ce site internet. Je n'ai plus de boutique en ligne puisqu'on a tout rebasculé à la vente via librairie ou via Amazon. Donc mon site est vraiment dédié à la cible auteur, et là on rentre aussi dans des notions de référencement. Si j'emmène deux cibles différentes sur un seul site, l'outil de recherche Google ne va pas être très content. Ok, c'est très intéressant parce que c'est le type d'erreur qu'un auteur va faire, en tout cas moi au début, c'est d'essayer de mixer toutes les cibles sur son site, en fait, d'en faire une vitrine pour toutes ses activités. Mais c'est compréhensible parce que tu te dis qu'il n'y a qu'un seul site à maintenir comme ça. Mais y a-t-il un vrai intérêt, à part l'inscription à la newsletter qui, elle, est vitale à mes yeux pour créer ta communauté de lecteurs? Y a-t-il un intérêt pour tes lecteurs à aller sur ce site, à part vérifier que tu existes, que tu es une personne crédible, que tu n'es pas une arnaque? Je pense pas qu'il y en ait, parce que Amazon te crédibilise. Si ton livre est en vente sur Amazon, a priori c'est que Amazon t'a validé d'une certaine manière. Je suis pas forcément le plus qualifié pour parler de tes romans, mais j'ai été impressionné déjà parce que tu dis que tu as atteint, j'étais resté sur les 40 qui étaient mis en avant sur le site, mais qu'on a atteint la 60aine de romans. Ça doit se répartir peut-être en une quinzaine de séries, à vue d'œil comme ça. Donc quand on navigue dedans, c'est un travail qui paraît titanesque. Il y a quelques séries qui, moi, rien que les titres m'ont fait rire et m'ont amusé, parce que je pensais à Archibald Sky, donc qui est de la science-fiction, de la fantasy urbaine, qui a l'air un peu barré, et les titres sont assez... je pensais à Y a-t-il pénurie de chamallows à San Francisco? Les pandas sans bambou sont-ils des tueurs à gages? Donc voilà, c'est des titres très humoristiques. J'avais aussi vu Ace Malone, qui est avec des titres aussi délirants. Celui-là m'a beaucoup fait rire. Je bute des gens à l'appel et parfois j'utilise un râteau. donc tu as... Comment tu gères toutes ces séries, et comment tu décides lesquelles tu vas développer, ou comment tu décides que tu as besoin ou envie de lancer une nouvelle série? J'écris que les choses que j'ai envie d'écrire, parce que l'expérience m'a montré que sinon je suis bloquée, j'écris pas et j'y vais à reculons.
Je pense que c'est le cas de plein d'auteurs. On n'a jamais envie d'écrire quelque chose qui ne nous plaît pas. Donc je n'écris que ce qui me plaît. Après, pour ce qui est de décider de ce qui va vraiment être écrit et publié au milieu de toutes les trames que j'ai écrites, c'est une bataille que je mène avec mes collègues dans l'équipe. On prend une décision collégiale en fait. Bien sûr, on réfléchit en termes financiers de ce qui a la plus de chances de fonctionner parce qu'on est une entreprise et qu'il faut que ce qu'on va publier nous ramène des sous. Sinon, demain, on peut plus payer quiconque. Donc ça, c'est quand même un point important, c'est de se dire est-ce que le marché va bien réagir à tel titre ? Est-ce que c'est trop original peut-être ? Parce que quand on fait trop original, malheureusement, on ne rassure pas le lecteur et on ne va pas forcément vendre. Et on essaye de faire un mix entre des titres qui me tiennent vraiment à cœur et que je veux écrire et que je veux publier, et des titres qui me tiennent aussi à cœur, bien sûr, mais qui ont plus de chances de fonctionner, qui sont plus marketing, on va dire. Et c'est comme ça qu'on décide du planning de publication. Là, le planning de publication, a priori, il est bouclé jusqu'à 2025. Oula. Même s'il est encore soumis à négociation. On est encore à 1 livre par mois, plus cette année, je publie 4 mains, donc je fais aussi des livres avec des co-auteurs. Enfin, c'est la dernière année où je fais ça. Donc on va avoir 16 livres ou 15 livres qui sortent cette année, ce qui représente quand même pas mal d'ouvrages. Et je crois que cette année, je sors vraiment que des trucs qui m'éclatent, donc je suis vraiment contente. Ok. Et dans le process, j'imagine que quand on arrive à écrire un roman par mois pendant... tu as dû commencer en 2018, pendant 4 ans à peu près, 3-4 ans, on doit progresser à une vitesse colossale en réalité. Est-ce que ça a beaucoup changé ton process d'écriture dans cette période ? Oui, imagine si tu faisais des burpees tous les jours pendant 4 ans. Est-ce que ta forme de burpee et ta vitesse s'amélioreraient ? Oui. Je crois que c'est pareil, l'écriture, que c'est un muscle. Alors attention, je recommande à personne de faire ce que je fais. Moi, je m'impose des quotas d'écriture, des objectifs et un rythme particulier parce que j'adore ça, c'est ce qui m'excite, c'est ma passion et c'est vraiment ce qui me donne envie de continuer. Il y a des gens à qui ça met la pression, il y a des gens qui ça paralyse, et en aucun cas, pour réussir, il faut faire ce que je fais. Il y a des auteurs, ils publient un livre tous les 8 mois, ils vivent très bien de leur plume. Il y en a qui en publient tous les 3 mois, il y en a qui en écrivent un tous les 2 ans. Chacun doit faire ce qui lui convient en fonction de qui il est. Alors, vraiment, je ne vous encourage pas à suivre mon exemple. Donc oui, non, c'est de plus en plus facile. Quand j'ai démarré en août 2018, j'écrivais 5000 mots dans la journée, si j'écrivais 9 à 10 heures dans ma journée. Aujourd'hui, j'écris 5000 mots à l'heure. Avant, une trame, il y avait des moments où je m'arrêtais dans l'écriture de mon livre parce que je savais pas trop où j'allais. Maintenant, ma trame, je sais exactement où je vais, je sais qu'est-ce que je peux m'autoriser comme changement ou non au fil de l'écriture. Et je sais exactement quels indices il faut semer, à quels endroits pour que ça fonctionne pour le lecteur. Mais ça passe aussi par la formation, donc je me suis formée sur toutes les structures narratives connues. Je me suis formée sur 7 types de structures narratives différentes. Quand je regarde des films maintenant, j'analyse le schéma narratif qu'il y a derrière et j'arrive même plus à lire de la fiction tellement j'ai ça ancré dans la tête, qui est d'aller repérer les indices qui ont été semés au fil de l'histoire et de la structure narrative qui a été mise en place. D'accord. Je trouve ça très intéressant la manière dont tu en parles parce que ça aussi démystifie ta productivité. Tu vas pas reprendre une trame que tu vas décalquer sur tous tes romans, c'est que tu vas construire des trames différentes, tu vas construire quelque chose à partir de ton expérience et de ta connaissance de toutes ces structures narratives en fait. Oui, et puis après parfois je m'autorise des fantaisies comme tu les as citées. Les Ice Malone et la Archibald Sky, c'est finalement un délire entre moi et les lecteurs parce que les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux connaissent mon humour noir et machiavélique. Je suis très très sadique et ils savent que parfois je pars dans des délires que seuls mes fans peuvent comprendre. L'histoire des chamallows et des bambous et des pandas, c'est devenu vraiment un signe de ralliement entre moi et ma communauté. C'était même pas destiné au grand public finalement, ces ouvrages, c'était juste un cadeau pour ma communauté. Ok, comment dire, c'est fascinant parce que effectivement, tu arrives de livre en livre à te créer une communauté de fans. Parce que je suis allé voir, tu vois, les commentaires. Bon, les commentaires sont exceptionnels, quoi. Enfin, il y a vraiment des commentaires excellents et on sent que les fans, en plus, tu as un art
de ménager le suspense et donc les fans frustrés par la fin en suspens qui nécessite d'attendre et de patienter jusqu'au tome suivant. Donc c'est le côté machiavélique que tu mets dans ta signature, dans ta marque de fabrique. C'est ça, ma baseline, c'est autrice machiavélique. C'est les lecteurs qui m'ont donné ce surnom parce que mes fins sont effectivement à suspense. Je suis capable d'arrêter ma scène au milieu d'une action ou au milieu d'une révélation, comme on le ferait à la fin d'une série télévisée avant le début de la saison suivante. Je me le permets parce que je produis mes suites très rapidement et que je laisse pas, à part pour Ace Malone, je laisse pas un an s'écouler entre mon tome 2 et mon tome 3 par exemple. Donc ça, je me le permets. Après, c'est des fins qui conviennent pas à tout le monde. À nouveau, tous les goûts et toutes les couleurs sont dans la nature. Donc j'ai aussi des lecteurs qui laissent des très mauvais commentaires parce que la fin est horrible et qui ne supportent pas ça. Mais voilà, c'est le jeu. Moi, j'aime faire des fins comme ça et je vais pas arrêter d'en faire parce qu'il y a des lecteurs qui sont frustrés et qui mettent des commentaires 1 étoile sur mon livre pour ça. Franchement, c'est pas grave du tout. Même quand on regarde des auteurs que nous, on admire et qu'on se permettrait jamais de faire de critiques négatives dessus, eux ont des commentaires négatifs d'autres lecteurs qui n'ont pas du tout aimé. Donc ça, c'est quelque chose où il faut vraiment prendre du recul, relativiser. On peut pas plaire à tout le monde. Je sais que mes livres ne plaisent pas à tout le monde et je ne cherche pas à ce qu'ils plaisent à tout le monde. Aujourd'hui, j'écris pour ma communauté et les gens qui me ressemblent. Et les autres, je suis presque désolée s'ils tombent sur mes livres parce que je comprends complètement que ça puisse ne pas plaire. Ce qui est impressionnant, c'est que la manière dont tout ce que tu fais pour l'auto-édition finalement, pour populariser l'auto-édition, comme tu disais, changer l'image de l'auto-édition, on n'est pas encore à parité égale entre les auteurs édités et les auteurs auto-édités. Il y a quand même cette réticence un peu du lecteur, donc enfin de certains lecteurs en tout cas. Et donc toi, par ton image, tu contribues à améliorer ça par la qualité et l'effort que tu mets dans tes bouquins. J'ai vu que tu participais aussi au jury du prix littéraire Amazon, donc les plumes francophones pour 2022. Ça aussi, c'est pour mettre en avant les auteurs édités qui produisent de la qualité. J'imagine c'est pour améliorer cette image et montrer qu'il y a de la qualité, il y a de la très bonne qualité dans ces auteurs-là. Oui, alors ça c'est une initiative vraiment d'Amazon. Amazon a toujours eu à cœur de mettre en avant les auto-édités parce que c'est leur business et ils mettent plein d'outils. Enfin vraiment, je connais pas de plateforme qui aide plus les auto-édités en France aujourd'hui qu'Amazon. C'est les leaders, ils ont rendu ça accessible à 0 € et effectivement ils organisent ce concours tous les ans des plumes francophones qui a lieu du 1er mai au 31 août et tous les auteurs auto-édités peuvent participer sous certaines conditions qui vraiment sont pas complexes à remplir. Ça coûte 0 € et il y a des super prix à la clé et cette année le prix est quand même de 10 000 € pour le vainqueur, entre autres avec un dispositif marketing qui peut être mis en place, un rachat des droits parodiques pour l'audiobook, etc. Donc c'est quand même... On ne connaît pas beaucoup de prix aussi extraordinaires pour des auto-édités. Ils ne le font pas qu'en France, ils le font aussi sur leurs autres marchés, notamment les marchés italiens et espagnols en ce moment même. Donc je suis super honorée de faire partie de ce jury, mais ce n'est pas une volonté de ma part. C'est Amazon qui choisit les membres du jury et c'est eux qui mettent en avant les auto-édités à travers ce concours. Donc là, je ne vais pas tirer la couverture à moi sur les efforts fournis par Amazon et Kindle Direct Publishing. Oui, mais c'est, vous poussez dans le même sens, en fait. C'est ça aussi, il y a une cohérence dans ce mouvement. C'est forcément gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tous les efforts que je mets en œuvre à travers le salon des auteurs indépendants ou les webinaires gratuits ou les ressources que je mets à disposition sur mon blog qui prennent des heures et des heures à mettre en place. Notamment, j'ai fait un article sur l'URSSAF. J'en ai eu pour 28 heures de recherche, d'appels, d'attentes, de questions. Mais je suis super heureuse de le faire pour aider la communauté des auto-édités parce que d'une certaine manière, ça rejaillit aussi sur moi. D'abord, j'adore aider, bien sûr, ça fait partie de mes valeurs. Et c'était un de mes objectifs quand j'ai démarré cette aventure. Mais tout ce qui améliore l'image des auto-édités, c'est positif pour moi, je suis une auto-éditée. Plus l'auto-édition se professionnalise et plus son image s'embellit auprès du grand public, plus moi je vais percer aussi. Et donc ne nous leurrons pas non plus, c'est gagnant-gagnant. Ok. Pour parler un peu de la suite, là tu disais que tu avais déjà un plan de publication jusqu'en 2025, donc... je me fais pas trop de soucis de ce côté-là. T'as décidé de continuer sur ta lancée. Est-ce que tu as des objectifs particuliers pour ton entreprise dans les mois ou les années qui viennent? Comment tu vois les choses? J'aimerais écrire moins.
mais plus dans l'idée qu'on aura sécurisé et pérennisé les revenus de l'entreprise avec une certaine avance de trésorerie qui fera que si je dois me refaire opérer un jour, je pourrai prendre des vacances et m'en remettre. Et surtout que ce sera moins de stress parce que là, bien sûr, je suis toute souriante et toute heureuse et je le suis la plupart du temps, mais il y a aussi des grands moments de stress. Ça m'arrive de piquer des crises d'angoisse en me demandant comment je vais m'en sortir dans les mois à venir. Ça m'est pas arrivé depuis un moment, mais ça peut arriver et ça fait partie du quotidien d'un entrepreneur. Pour ma part, dans les années à venir, mon objectif, c'est d'être le leader de l'auto-édition en France. Pas forcément en termes de vente, même si je pense que... Bon, je connais pas tous les chiffres de vente de tous les auto-édités en France, mais je dois pas en être loin, si c'est pas déjà le cas. Mais en termes de personnes vers laquelle se tourner quand on veut se lancer, quand on veut décoller ou quand on a des questions. Et j'aimerais être cet interlocuteur qui puisque j'ai déjà commencé à être, qui permet finalement de faire le lien avec les grandes entreprises qui aident l'auto-édition, avec le ministère de la Culture et avec tout ce qui est mis en œuvre autour de l'auto-édition. Pour conclure, on avait parlé de tes chiffres, justement. Est-ce que tu veux terminer par ça ou est-ce que... Ah oui, avec plaisir. De toute façon, mes chiffres, assez longtemps que j'ai pas fait de bilan des ventes sur mon blog, mais je les mettais en avant sur mon blog en toute transparence. Là, au dernier chiffre, on est en train d'atteindre les 750 000 euros de redevances KDP, juste de redevances. Donc ça, c'est assez extra, en moins de 4 ans. On a dépassé les 300 000 exemplaires vendus. Ça, c'est assez fou aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme chiffre ? Ah oui, je suis à 58 livres publiés, s'il y a ça. Ok, c'est magnifique. 300 000 exemplaires vendus, est-ce que ça fait effet boule de neige avec le catalogue, c'est quelque chose qui s'accélère ? Ouais. Forcément, avec la profondeur de mon catalogue, chaque nouveau lecteur qui me découvre, il a de quoi s'occuper pour un moment si ça lui a plu. Et j'ai souvent des lecteurs qui me disent, là j'en ai encore une hier, qui me disait qu'elle m'a découvert en mars avec Magic Academy et que depuis elle a lu 48 de mes livres. Donc forcément le panier moyen a une ampleur plus importante et c'est exponentiel. Plus il y a des lecteurs qui me découvrent, plus ils parlent de moi. Le bouche à oreille fonctionne comme ça. Moi, c'est déjà, en 4 ans, tu vois, c'est déjà une aventure magnifique. Tu as un plan jusqu'en 2025, donc... j'ai un plan jusqu'en 2070, jusqu'à ma mort. Oui, j'ai vu que tu parlais dans ton podcast de ton plan de retraite, donc dans le tout début que tu avais essayé de mettre en place à 22 ans, donc voilà. Mais la retraite, c'est quelque chose auquel je pense vraiment depuis que j'ai 18 ans, c'est fou, hein. Je pense à ma mort depuis que j'ai 18 ans. Les gens me disent que c'est glauque. Mais c'est pas glauque, c'est comme ça. C'est important quand tu es indépendant aussi d'y penser et d'anticiper. À la retraite de la même manière. Et puis en plus, on a cette incertitude, je pense, dans notre génération qui est de à quoi ressemblera notre retraite. Mais bon, il ne faut pas non plus se prendre la tête là-dessus. Si ça se trouve, on aura tous vécu l'apocalypse d'ici là et ça aura servi à rien de préparer notre retraite. Oui, je pense que tu l'as vécu plusieurs fois au travers de tes romans. Donc. Exactement. Je me dis souvent que quand je me prends la tête sur comment protéger mes vieilles années, je me dis souvent qu'il y aura eu l'apocalypse et que vraiment, il vaut mieux dépenser son argent maintenant. Merci Jupy, c'était vraiment passionnant. Merci à toi Mickaël. De ton temps aussi que tu n'as pas consacré à l'écriture pour échanger avec moi. Oui, c'est toujours un plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.